Bonjour à tous, je m'appelle Claire Dayen, je suis professeure de rhumatologie au CHU de Montpellier et je suis ravie de vous présenter en 6 minutes ce qu'est la polyarthrite rhumatoïde. Quels sont les signes évocateurs? Il y a beaucoup de choses qui sont comprises dans le nom de cette maladie. Tout d'abord, poly, ça veut dire plusieurs articulations, et arthrite, une inflammation articulaire. Donc ça va se traduire par des douleurs qu'on dit inflammatoires, c'est-à-dire qui vont réveiller les patients la nuit, qui vont entraîner un déverrouillage le matin, et donc des gonflements articulaires à l'examen clinique. Donc les principaux signes sont ces arthrites qui vont prédominer au niveau des mains, qui vont avoir une atteinte qu'on dit bilatérale et symétrique sur les petites articulations. En plus des atteintes des articulations, on va retrouver dans la polyarthrite rhumatoïde fréquemment des atteintes des tendons, ce qu'on appelle des ténosynovites. Ces tendons sont inflammatoires et vous pouvez donc avoir cet aspect gonflé en regard. En dehors de l'atteinte des tendons et des articulations, il peut y avoir atteinte d'autres organes. On appelle ça les atteintes extra-articulaires. Au premier plan, je parlerai de l'atteinte cardiaque. Donc les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont 2 fois plus de risques de faire des problèmes cardiovasculaires comme un infarctus du myocarde. Ils peuvent également avoir des atteintes pulmonaires, avec notamment des fibroses pulmonaires qui vont engendrer un pronostic souvent sévère. Et puis ils peuvent avoir d'autres atteintes comme des nodules rhumatoïdes. Donc des petits nodules qu'on retrouve sous la peau peuvent également se retrouver au niveau des poumons. Les vascularites rhumatoïdes sont des atteintes sévères qui peuvent entraîner des nécroses cutanées qui sont de plus en plus rares actuellement. Un symptôme qui est également fréquent, c'est la sécheresse de la bouche et des yeux. Pour faire le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, on utilise des critères. Je ne vais pas vous les détailler ici, juste vous voyez que pour commencer ce diagnostic, on va d'abord éliminer les diagnostics différentiels, donc vérifier qu'il n'y a pas d'infection, que les douleurs articulaires, les gonflements ne sont pas liés à une autre maladie inflammatoire ou à des microcristaux comme la goutte par exemple. Qui est touché par cette maladie? Les principales populations touchées par la polyarthrite rhumatoïde sont les femmes, avec une prédominance de 4 femmes pour 1 homme, et particulièrement en périménopause. Le pic de la maladie se trouve entre 40 et 60 ans. C'est une maladie fréquente, le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques, avec une prévalence de 0,4% de la population, soit environ 300 000 patients atteints en France. Une incidence de 8,8 pour 100 000 patients. Alors la physiopathologie, comment est-ce qu'on attrape la polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, on a souvent un terrain génétique. Celui-ci n'est ni nécessaire ni suffisant, mais il est souvent retrouvé. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épitope partagé, la chélate classe 2. Ce terrain génétique, eh bien, on va le retrouver à l'interrogatoire par des antécédents familiaux de polyarthrite rhumatoïde. Ce terrain génétique peut donc favoriser la survenue de la polyarthrite rhumatoïde lorsqu'il est mis en rapport avec des événements environnementaux et donc un certain nombre de facteurs qui ont été identifiés comme pouvant provoquer la polyarthrite rhumatoïde. Le premier étant le tabagisme, certaines infections peuvent donner ça, la pollution, certaines bactéries au niveau des dents, inflammation dentaire, et puis certains facteurs hormonaux, notamment la ménopause comme on l'a vu. Le petit graphe représenté sur cette diapositive est là pour illustrer le fait que la maladie est liée à la présence d'anticorps, d'auto-anticorps, ce sont des anticorps qui reconnaissent des protéines du foie, et que ces anticorps surviennent plus de 10 ans avant les symptômes. Et donc, on sait ainsi que finalement, la polyarthrite rhumatoïde commence au niveau des muqueuses, là où l'environnement va donc interagir avec l'hôte, que ça soit au niveau intestinal, buccal, pulmonaire. Et donc, on va fabriquer des anticorps qui, au départ, sont dirigés contre des protéines modifiées par des agents environnementaux, et puis qui ensuite, du coup, vont se retourner contre les protéines du foie. Ces anticorps fabriqués au niveau des muqueuses vont finalement passer dans la circulation, et puis ensuite vont être attirés dans l'articulation, et là, ils vont déclencher une inflammation. Et déclenchant une inflammation, ils vont engendrer le recrutement d'autres cellules inflammatoires, etc. Et ça va être un processus qui va s'auto-alimenter. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge la polyarthrite rhumatoïde? Notre objectif, c'est d'éviter le handicap et de donner une vie la plus normale possible aux patients. Pour ça, on veut un traitement précoce, avec comme objectif une rémission clinique. On met en place un suivi rapproché. On va utiliser des traitements de fond, des traitements symptomatiques et une prise en charge non médicamenteuse. Le traitement précoce, pourquoi? On a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire que globalement, si on arrive à introduire dans les 3 mois qui suivent le début des symptômes un traitement de fond, on a
un meilleur pronostic de la maladie et on a plus de chances, bien que celle-ci soit encore pas très importante, de guérir de la polyarthrite rhumatoïde et donc de ne plus avoir besoin de traitement par la suite. La plupart du temps, malheureusement, la polyarthrite reste une maladie chronique. L'objectif du traitement de fond, c'est de moduler le système immunitaire, ce qui va permettre de protéger contre les destructions articulaires et d'éviter les poussées ultérieures. Son effet est généralement retardé et on évalue son efficacité au bout de 3 mois. Le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde en première intention est le méthotrexate, qu'on associe volontiers au traitement par corticoïdes et on évaluera l'efficacité de ce traitement au bout de 3 et 6 mois. En deuxième intention, on peut avoir recours à d'autres traitements qu'on appelle des thérapies ciblées, dont je ne détaillerai pas la composition. Les traitements symptomatiques, eux, vont avoir un effet immédiat sur les douleurs, mais n'auront pas d'effet pour prévenir la destruction articulaire. On utilise comme traitement symptomatique soit des anti-inflammatoires, soit des corticoïdes. On peut utiliser des antalgiques et des infiltrations articulaires. La prise en charge globale est également importante. Elle associe une prise en charge physique avec de la réadaptation, une prise en compte des statuts sociaux du patient, des mesures socio-professionnelles, bien vérifier le statut de prévention générale, que ce soit vaccinal ou dépistage néoplasique, et évaluer la présence de comorbidité. Au premier plan, je vous ai dit l'augmentation du risque cardiovasculaire. L'impact sur la qualité de vie de ces patients, essentiellement la présence de douleurs, de fatigue et de troubles du sommeil qui peuvent conduire aux troubles de l'humeur. Je vous ai mis une radio d'une polyarthrite rhumatoïde sévère qui entraîne un handicap du fait de la destruction articulaire. Heureusement pour nous, les progrès actuels thérapeutiques font que nous ne devrions plus voir ce genre de situation. Voilà, vous pouvez vous référer à ces références. Je vous remercie.